revenu de base, justement, ça donne d'abord la réflexion pour soi-même, qu'est-ce que je veux faire de moi. Ça me donne la responsabilité, qu'est-ce que moi je veux faire moi-même de ma propre vie. Et je ne veux plus aller travailler pour de l'argent. Et après, dépenser mon temps. Pour qu'il puisse fonctionner comme il veut fonctionner dans son éthique, il faut éradiquer la spéculation parce que sinon il va devoir gonfler sans arrêt et qu'il y a des mesures fiscales et des mesures d'organisation qui doivent le soutenir, sinon ça ne fonctionnera jamais. Si vous perdez votre emploi, vous n'êtes pas abandonné pour autant. Le lendemain, vous avez toujours votre revenu de base et en plus vous pouvez faire un petit boulot que vous choisissez. Ça ferait sauter certains carcans qui empêchent de travailler et qui maintiennent les gens dans ce statut de chômeur. Hein. C'est tellement une révolution parce qu'il n'y a aucun modèle politique qui tient avec ça, ni le libéralisme, ni le communisme. Donc, que si on décide de le faire, je pense que ça pourrait aller très vite, mais ça ferait une casse terrible. Quand on regarde le développement actuel des monnaies locales et des monnaies, enfin de l'argent non monétaire qui se développe, ça pourrait aller assez rapidement. Je pense de toute façon que là, on y arrivera parce que le mouvement viendra de la citoyenneté. Si elle ne vient pas de la citoyenneté, le politique ne le fera jamais. C'est les citoyens qui doivent porter ce mouvement-là. Et je pense qu'ils vont le faire. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je pense qu'ils vont le faire, parce qu'ils vont en avoir besoin. Le revenu de base, c'est une bonne chose, mais il faut d'abord, ça peut arriver, mais il faut d'abord le travail sur soi. Et oui, qu'est-ce que je veux faire de ma propre vie. Et vous feriez quoi, vous, alors? Qu'est-ce que je ferais maintenant? Je me pose déjà maintenant la question, je vais réduire mon temps de travail que je fais, où je pense, qu'est-ce que sont mes rêves? Mes rêves étaient toujours de donner des discours, peut-être de donner de l'expérience, en fait, donner des cours, de faire des recherches à l'université, mais aussi d'écrire, soit des romans, des essais, justement, finalement, pour travailler sur la créativité. Mais le travail que je fais me plaît toujours, parce que c'est aussi, mais je réduirai le temps de travail. Et vous travaillez où, si c'est pas indiscret? Je travaille dans une banque. J'aime les chiffres. Ce serait enfin peut-être une reconnaissance officielle du fait que le travail, ce n'est quand même pas tout dans la vie, et que le travail, ce n'est pas que le travail salarié, que l'homme est capable, enfin l'être humain est capable de faire un tas de choses intéressantes, mais qui ne sont peut-être pas rentables. Mais je pense que ça vaudrait la peine qu'il retrouve le temps de faire ce qu'il aime et pas seulement ce qu'il doit. Je vais tout simplement vous raconter mon cheminement personnel vers le revenu de base. Comment j'ai découvert, pourquoi ça m'intéresse, etc. En fait, je suis une simple citoyenne. Je n'ai pas de titre académique, je ne suis pas une économiste, je ne suis pas politicienne, une simple citoyenne qui toutefois se pose quand même beaucoup de questions. Des questions concernant ses enfants, l'avenir de ses enfants, l'avenir de ses petits-enfants, j'en ai 4, et l'avenir de la planète. Et quand on se pose des questions, et c'est en fait aussi le début de tout cheminement, on se pose des questions, on cherche des réponses, aussi bien dans l'économie, dans l'environnemental, dans la politique aussi, parce que la politique est importante aussi. La semaine passée, j'ai été faire une présentation aussi, dans un tout petit village, et après la présentation, il y avait une dame qui venait près de moi. « Ouais, mais moi, j'en ai rien à foutre de la politique ». Je ne sais pas, je lui ai dit, le revenu de base, le jour qu'on va instaurer le revenu de base, ça devra nécessairement passer par la politique. C'est eux qui vont décider combien, comment, etc. Nous, on peut tout au plus un tout petit peu donner des idées et faire avancer l'idée aussi. La politique m'intéresse donc. J'ai suivi avec intérêt les dernières élections. C'est vrai que c'était des élections communales,
régional, moins important que le fédéral, mais je dis toujours qu'il faut d'abord commencer à balayer devant sa propre porte, faire des petites initiatives, lancer des idées, et puis de temps en temps chatouiller la politique aussi. Donc j'ai suivi avec intérêt les élections et j'ai écouté leurs slogans. Ils ne mettent pas toujours avec les slogans juste avant les élections. Proximité, ensemble pour l'avenir, votre quotidien, notre combat. Citoyens, faites-vous entendre. Et là, je vais en profiter ce soir, Véronique. Et chaque parti promettait aussi le développement durable, la protection de la nature et la croissance économique durable. Alors là, c'est un peu, il faut faire attention, c'est dans l'air du temps. Parfois, ça me fait penser aux vidéos documentaires que j'ai vues il n'y a pas longtemps sur Internet. Un vidéo documentaire fait par Mister Mondialisation ou Anonymous, comme on dit en anglais. Ils ont fait un petit film en français qui s'appelle du greenwashing durable ou éco-blanchiment. Et en fait, dans ce film, on explique que les grandes entreprises, pour la façade, se mettent tous au vert, sur la voie bio. Tout doit sentir la nature, tout doit être propre, vert, bio, éco. C'est dans l'air du temps. Mais en attendant, ils continuent quand même à épuiser les ressources naturelles. Ça me fait penser, par exemple, à l'obsolescence programmée. Je ne sais pas si vous connaissez l'obsolescence programmée. C'est votre imprimante, par exemple, qui ce soir tombe en panne, justement, ou quand vous l'avez besoin d'urgence, tombe en panne. Vous avez beau taper dessus, en général, c'est ce que moi je fais. Vous avez beau appeler votre copain technicien, rien n'y fait, il vous reste à la jeter. Et en fait, pour résumer, un produit usé fait un produit vendu, ce qui pourrait aussi dire la croissance économique qui dure et qui dure. Donc il faut faire attention. Je suis pour l'écologie et je soutiens les initiatives pour l'environnement. Mais le développement durable en tant que concept économique basé sur la croissance économique, je ne pense pas que c'est une très bonne idée. Alors tout à l'heure, je disais que je ne suis pas une économiste. Donc j'ai commencé, pendant mon cheminement, à chercher et à comprendre aussi. Pour la croissance économique, par exemple, j'ai cherché d'abord une définition la plus simple possible sur Wikipédia. Là, on lit « La croissance économique désigne la variation positive de biens et de services marchands dans une économie sur une période donnée, généralement une période plus longue. En pratique, l'indicateur le plus utilisé pour mesurer la croissance économique, c'est le PIB. Encore un peu plus simple, tout est lié dans la croissance économique. Il y a le travail, il y a la production, il y a la consommation. Et encore un peu plus simple, je pense que tu te trompes d'image, Philippe. La précédente, oui. Ça, c'est plus simple. Pour moi, ça, c'est la croissance économique en chair, incarnée en chair et en caddie. Et puis, la prochaine image, oui, voilà. La prochaine image résume bien l'idée qui se cache derrière la croissance économique. Travaille, consomme et qui es-tu? Ou tais-toi. Donc ça, c'est un peu l'idée qui est derrière la croissance économique. Mais depuis quand nous parlons de croissance économique? En fait, je pense, depuis que l'homme est devenu sédentaire, il a commencé à échanger des biens et des services, et puis il s'est lancé un tout petit peu dans le premier petit commerce, et un soir, devant son âtre, sur sa peau de mouton, il s'est dit « Ah, il
faudrait quand même que je possède plutôt 2 vaches à la place qu'une seule. Donc, de là l'idée croissance économique qui s'est installée. Pour garantir cette croissance économique, il faut donc beaucoup d'actifs, des gens qui travaillent, beaucoup de production aussi et beaucoup de consommation. En fait, il faut que l'argent roule. Mais l'argent, actuellement, a commencé à vivre sa propre vie. L'argent est devenu virtuel. Il y a des choses qui se passent au-dessus de notre tête, on ne saisit plus. Des transferts, la bourse, les bénéfices, les transactions, etc. etc. Et Romain Guillaume, journaliste et moraliste belge, disait « Lorsque l'argent cesse d'être un moyen pour devenir un but, l'argent corrompt tous les comportements humains et devient méprisable. » Cette citation résume aussi le film de Paul Grignon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, L'argent dette. Car actuellement, nous vivons quand même sur une énorme montagne de dettes. J'ai été chercher quelques chiffres. La dette publique en Belgique s'élève à un total de 372 milliards d'euros. Chiffre pour fin juin 2012. Et ce matin, j'entendais à la radio qu'il faut recapitaliser la banque Dexia. La Belgique assumera 53%, soit 2,915 milliards d'euros. Le ministre belge des Finances, M. Van Acker, nous a donné d'abord la bonne nouvelle. Le plafond pour les garanties a été diminué de 90 milliards à 85 milliards. Et ensuite venait la mauvaise nouvelle, en toutes petites lettres. Pour trouver ce capital de 2,915 milliards, on va frapper à la Banque nationale belge. Et là, il ne faut pas être économiste pour comprendre que ça va encore augmenter la dette de notre pays. Et pendant donc que cette montagne de dettes grandit et qu'on sauve d'abord les banques qui ont créé ces dettes, l'Europe nous menace avec des mesures d'austérité pour sauvegarder sa croissance économique. Jean-Paul Sartre, il disait « L'argent n'a pas d'idée ». Et voilà, puisque l'Europe et le monde se fait régner par l'argent, et l'Europe et nos gouvernements n'ont donc plus d'autre idée que de nous infliger des mesures impopulaires au nom de la croissance économique, comme, chez nous, la dégressivité des allocations pour inciter les chômeurs à rechercher du travail, ce qu'ils font probablement déjà avec beaucoup de désespoir, parce que trouver du travail aujourd'hui, c'est pas évident. C'est donc une autre paire de manches, et moi j'appelle ça la bombe atomique sociale qui concernera bientôt 130 000 personnes. J'appelle cela aussi la servitude moderne au nom de l'argent. Mais ces décisions impopulaires, c'est quoi? Ces décisions pour sauvegarder la croissance économique. C'est travailler plus. C'est augmenter aussi l'âge de la retraite. Et c'est gagner moins tout en étant flexible. Alors là, je voudrais un peu parler de Ford Genk. Vous connaissez tous ce qui est arrivé à Ford Genk actuellement. Mais déjà, il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans déjà, les patrons de Ford Genk demandaient une flexibilité à leurs travailleurs, parce que sinon on allait droit à la catastrophe. Ils ne disaient pas, ils n'ajoutaient pas qu'il fallait sauvegarder les bénéfices des actionnaires. Mais enfin, soit, oui monsieur? Ou Renault Villevorde, mais Ford Genk aussi, je pense. Oui, oui. Ils ont commencé la flexibilité sur 5 ans. Oui. Et donc la flexibilité, c'était quoi? C'était quoi la flexibilité? Travailler plus, gagner moins, heures de cafétéria à diminuer, les avantages magasins pour leur voiture, etc. Achat fini. Et aujourd'hui, en fait, Ford Genk, bienvenue madame,
Voilà. Aujourd'hui, en fait, Ford Genk s'est réalisé qu'à Valence, en Espagne, il y a des gens qui sont encore beaucoup plus flexibles, qui sont d'accord de gagner encore beaucoup moins, et donc c'est plus intéressant pour les actionnaires. Ils ont dit adieu, on s'en va. C'est tout simple. Alors les syndicats, donc la prochaine fois vous avez ici un syndicaliste, et les syndicats, je trouve qu'eux, ils compliquent un peu le tout. En fait, avec raison, ils sont contre toutes ces mesures d'austérité, mais en même temps, ils veulent le pouvoir d'achat et le travail. Alors je trouve que ça frôle un tout petit peu le masochisme. Donc toutes ces mesures n'ont vraiment plus rien à voir avec nous les citoyens, avec notre santé physique. Philippe? Avec notre santé physique, avec notre santé mentale, avec le bien-être au travail, avec le bien-être social. Bref, elles n'ont plus rien à voir avec notre bien-être. Elles n'ont plus rien à voir non plus avec la sauvegarde de l'environnement et l'utilisation durable des ressources naturelles, avec une gouvernance responsable, avec la santé politique et avec une économie vraiment durable dans laquelle la politique sociale, la politique environnementale et la politique économique devraient avancer ensemble vers un avenir meilleur pour l'homme et la planète. Tout le monde a donc déjà entendu parler du PIB, Produit intérieur brut, cet indicateur avec lequel on mesure la croissance économique. Mais avez-vous déjà entendu parler du bonheur intérieur brut, du BIP? Je vois Claire qui rit, elle fait de la confiture aussi. Voilà, permettez-moi de boire un tout petit peu. C'est pour le bonheur, oui. Alors en 2010, j'ai rencontré Arnaud Grégoire, un journaliste indépendant qui réalisait un web-docu pour le journal Le Soir. J'avais écrit une opinion sur son forum, parce que ça aussi c'est un dada à moi. J'aime bien, chaque fois que j'entends quelque chose à la radio ou à la télévision, et que je me fâche, je réagis. Je vais voir s'il y a un forum quelque part où je peux réagir. Donc, j'avais écrit une opinion sur son forum, sur le forum du Soir, et celui de Arnaud. Et il m'a téléphoné. Il m'a dit: est-ce que tu voudrais bien participer à la réalisation de ce web-docu qui s'appelle Le bonheur brut? Alors, voilà, ça c'est un tout petit peu une image. En fait, c'est tous des petits documentaires qui se suivent. C'est comme un dessin animé, mais il y a aussi une interview, par exemple, avec Batelet, je ne sais pas son prénom, qui est ministre maintenant. Melchior Batelet et d'autres personnes. Et entre autres, donc, à moi, il avait demandé: est-ce que tu veux aller à la rencontre de Rudy Demotte, notre ministre-président? Alors moi, quand on m'invite pour aller parler avec un politicien, je suis tout de suite d'accord. C'était en plus, en 2010, l'époque où tout le monde était tout d'un coup à la recherche d'autres indicateurs que le PIB, pour mesurer la croissance économique. Partant du constat que la croissance ne profitait plus à tous de la même façon, l'ex-président de la République française, Nicolas Sarkozy, avait demandé une commission, Stiglitz, Amartya-Sen, Fitoussi, en fait tous des économistes et des prix Nobel, un rapport pour mesurer autrement la croissance, en se basant aussi et avant tout sur d'autres indicateurs axés sur l'individu et le développement durable. Et Rudy Demotte, lui, avait apparemment aussi compris, enfin c'est ce que je pensais, et il se disait: il est temps d'oublier un tout petit peu ce sacré PIB. Il voulait savoir s'il y avait des citoyens qui avaient aussi des idées à apporter concernant des nouveaux indicateurs. Alors moi, j'étais la seule femme dans l'Assemblée, on était 3 à être invités, 2 hommes et puis moi. Et moi, je lui ai parlé donc du bonheur brut et du bouton
du Bhoutan, un petit pays dans les Himalayas, où l'idée du bonheur brut est née et où on a aussi instauré le revenu de base. Alors, j'expliquais à Rudy Demotte que, pour moi, le revenu de base est un des instruments qui nous conduit vers une société d'émancipation et qui nous aide aussi à regarder autre chose que la croissance économique. Par exemple, la santé, le logement, la solidarité, la culture, le lien social, l'épanouissement personnel, la protection de l'environnement, la spiritualité. Et je lui disais, est-ce qu'on ne devrait pas une fois se poser la question suivante, qu'est-ce qui est vraiment important dans notre vie? Quand j'ai quitté le bureau, le cabinet ministériel de Rudy Demotte, il m'a offert un petit livre qu'il avait écrit lui, un petit livre entièrement consacré à la femme travailleuse. Pour résumer ce livre, j'opte pour les paroles de Winston Churchill, grand homme d'État et fumeur de cigares. La mission du socialisme, c'est de distribuer la misère de manière égalitaire pour le peuple. Je sais, c'est un peu cru ce que je viens de dire. Dans le socialisme, il y a certainement des bonnes choses aussi. Mais après lecture de ce petit livre, mon constat était simple. Le socialisme de Rudy Demotte, certes, cherche à effacer les inégalités entre hommes et femmes, mais surtout dans le milieu du travail. Pour Rudy Demotte, travailler est égal émancipation. Parce qu'en travaillant, on produit et ensuite on peut consommer. Et je trouve ça bizarre. On constate quand même tous les jours qu'il y a de moins en moins de travail dans cette économie de croissance, mais on pousse les gens à travailler et le mot d'ordre de tous les partis politiques est donc créer de l'emploi, tous au travail, de préférence au travail temps plein, de préférence jusqu'à 67 ans et plus, de préférence commençant très jeune pour finir le plus âgé possible. Je dois reconnaître qu'il y avait aussi un raisonnement, un peu de logique dans le raisonnement de Rudy Demotte. Selon le cliché classique, nous les femmes, nous sommes quand même des consommatrices de premier ordre. Il paraît qu'on aime bien faire du shopping, acheter des chaussures, des jolis vêtements, du parfum, enfin c'est le cliché. Hein? Donc mettre les femmes, plus de femmes au travail, c'est encore en fait renforcer le principe même de la croissance économique, c'est-à-dire travailler, produire et consommer. Hurrah donc pour l'égalité des sexes. D'après moi, Rudy Demotte n'avait rien compris du rapport de Stiglitz. Oui, pour l'égalité des femmes, mais elles doivent être travailleuses. Il n'a rien compris non plus de l'évolution, du progrès et de la mondialisation. Et je pense qu'il porte des œillères et ne voit pas que le travail de l'ère de l'industrialisation est en train de disparaître. Le raisonnement, par contre, le raisonnement actuel est le suivant. On a besoin d'un emploi pour vivre, pas de pain sur la planche si on ne travaille pas. Comme disait ma grand-mère, qui ne travaille pas ne mange pas. C'est cruel. Ça me fait penser à la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Tant pis, tu n'as pas travaillé cet été, tu n'as qu'à crever en hiver. Autrement dit, transmis à aujourd'hui, tu n'as pas assez cotisé et pas assez fait pour soutenir la croissance économique, tant pis pour toi, tu ne comptes pas pour la société. Et mon grand-père, il ajoutait, le travail c'est bon pour la santé. Bof, ça dépend quel travail qu'on fait, je suppose. Je pense donc qu'il est temps de dissocier travail et revenu. Et maintenant, je vais poser une petite question. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais quand même. Comment obtenez-vous votre revenu? Je vais donner mon exemple. Moi, j'étais
longtemps mère au foyer et donc mon revenu à moi, c'est un revenu de transfert que je reçois de mon mari, de Philippe, et donc j'appelle ça mon revenu de base. Quelqu'un d'autre? Il y a peut-être quelqu'un qui a gagné au loto, hein, ou qui a un oncle en Amérique qui est très riche, je ne sais pas. T'as d'autres idées? Non? Enfin, une étude allemande de 2010 a démontré qu'en Europe, en moyenne, 30% de gens ont un revenu de leur famille. Ce sont les enfants, les étudiants, mais aussi les mères et pères au foyer. J'ai jamais dit ça à mon mari. Hein. 20% des gens reçoivent une rente. Les retraités, les rentiers, propriétaires immobiliers, bourses, etc. 10% des gens sont au chômage ou reçoivent de l'aide sociale. Et 40% des gens travaillent encore. Parce que le taux de chômage augmente de jour en jour et atteint les 11,6% dans la zone euro actuellement. Ce qui signifie que 18,49 millions de personnes étaient au chômage en septembre. Et aujourd'hui, 146 000 personnes sont venues grossir les rangs des chômeurs. En Belgique, aussi quelques chiffres. En Belgique, nous sommes à 431 504 chômeurs. Mais ces chiffres cachent aussi une réalité plus noire. Si l'on additionne les chômeurs indemnisés, les 136 000 chômeurs temporaires, les 110 000 prépensionnés, les 32 000 chômeurs en formation ou encore les personnes librement inscrites, nous atteignons le million de chômeurs au total. Ce qui veut dire la sécurité sociale est en train de s'écrouler. La majorité des gens n'a donc pas un revenu lié directement à une activité professionnelle dans l'économie formelle. La majorité des gens profitent d'un revenu de transfert, comme moi. Sont-ils pour autant paresseux? Étais-je paresseuse, Philippe? Ou suis-je paresseuse? Il n'ose rien dire, hein, parce qu'il y a trop de témoins. Mais je pense que je ne suis pas paresseuse. Je suis hyperactive. Selon mes filles, je suis une maman hyperactive. Je pense que personne n'est paresseux. Bon, on connaît tous quelqu'un dans l'entourage, un chômeur professionnel qui ne fout rien, qui n'apporte rien à la société, un vrai cancre. Mais disons que c'est quand même la minorité. Et ce n'est pas parce qu'on ne produit pas de la valeur marchande qu'on ne compte pas dans la société, disait Jean-Michel Javot en 2009 dans le Télémoustique. Pourtant, de plus en plus de gens ne comptent plus dans la société. Il est temps que nous changeons d'orientation. Dans la société actuelle et la société de demain, le travail formel, celui qui rentre dans la croissance économique, se fait de plus en plus rare. Et c'est logique. Paul Jorion l'expliquait aussi, il y a de plus en plus de possibilités technologiques, robotiques, scientifiques. La diffusion du savoir-faire est énorme. Pensons à Silicon Valley, son potentiel aussi. Et n'oublions pas l'arrivée de l'imprimante en 3D. Mesdames, bientôt, nous pourrons fabriquer nos chaussures nous-mêmes. Par contre, le nombre de personnes qui effectuent une activité non rémunérée dans l'économie informelle est et sera grandissant et sa contribution à la société sera de plus en plus importante. Il est donc urgent, absolument urgent, de reconnaître ce travail informel et de l'intégrer en tant qu'activité reconnue, égale à toute autre activité économique. De lui donner aussi un revenu qui permet de développer encore plus ce travail informel et toutes les activités humaines qui l'accompagnent. Et c'est possible avec le revenu de base.
Mais avant de parler du revenu de base, et il faut bien écouter Véronique, parce que la prochaine, je ne pourrai peut-être pas venir, donc tu pourras le dire à notre ami syndicaliste. Donc aujourd'hui, les syndicats ont encore peur du revenu de base. Bien que je dois quand même vous dire quelque chose, hier soir, en ouvrant mon mailbox, je reçois un message de Ivo Janssen, délégué syndical du ABVV-BASF à Anvers, qui nous écrit qu'il soutient l'idée à 100%, l'idée du revenu de base. Donc, il y a peut-être un changement quand même dans le monde syndical aussi. Je pense qu'ils n'ont pas d'idée précise quant à leur place dans un système de revenu de base. Je pense qu'ils craignent aussi que le revenu de base inconditionnel pourrait casser le processus de négociation salariale. Et je pense qu'eux, ils pensent que le revenu de base pourrait brouiller la notion de la solidarité. Pourtant, et je pense que là, il y a peut-être changement de mentalité, ils ont compris aussi, les syndicats. Ce qui pourrait changer, c'est qu'au lieu de mener des luttes sectorielles, en fait, cela pourrait unifier les luttes. Selon une étude de la Fédération internationale des ouvriers sidérurgiques, nous évoluons vers une situation dans laquelle, d'ici 30 ans, il ne faudra que 2% de main-d'œuvre pour la totalité de la production mondiale. Et puis l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, précisait dans son rapport de 2009 que 1,8 milliard de la population mondiale était active donc dans l'économie informelle dont je parlais tout à l'heure, contre 1,2 milliard qui se trouve sur le marché du travail salarié. Nous voilà enfin arrivés à la fin de mon cheminement vers le revenu de base. Avant de continuer, je voudrais aussi savoir, je vais vous encore poser une question. Quel travail feriez-vous si votre revenu était assuré? Je vais encore me prendre en exemple. Mon revenu, quelque part, était assuré par ce revenu de transfert que je recevais de mon mari. Et donc, ça m'a permis de faire des choix bien équilibrés dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. Parce que oui, je n'ai pas toujours été mère au foyer, j'ai été traductrice, j'ai été interprète, j'ai été représentante commerciale pour une entreprise, j'ai été guide, j'ai fait plein de trucs. Donc voilà, c'est grâce au revenu de mon mari que j'ai, moi, pu faire les bons choix. Donc, vous avez une idée, madame? Vous dites oui, oui, oui. Je comprends ce que vous voulez dire. Oui. Vous êtes aussi mère au foyer? Non. Je travaille à mi-temps. Vous travaillez à mi-temps, oui. Ce qui n'est pas facile actuellement pour arrondir les fins de mois. Je aussi mon mari. Ah! Ils ont quand même quelque chose de bon, ces maris. Alors, en fait, j'ai posé cette question parce que je voudrais bien parler un peu du film qu'on a tourné, donc le film Grundeinkommen. Là, on a posé la question, c'est la même question, dans les rues allemandes et en Suisse aussi. Et puis, il y avait une autre enquête que je trouvais encore plus chouette. C'était aux Pays-Bas, il y a 2 ans, où on joue aussi à la loterie et où existe le Win for Life. Vous connaissez sûrement. Actuellement, chez nous, je pense que c'est 2 000 € qu'on peut gagner. Mais à l'époque de l'enquête, c'était 1 000 €. Donc, on demandait aux gens, qu'est-ce que vous allez faire si vous avez cette garantie de revenus chaque mois? Voilà, voilà. Et donc, les réponses, aussi bien les réponses qu'on a vues dans le film, que les réponses aux Pays-Bas étaient assez amusantes et similaires. 60% des participants disaient qu'ils ne changeraient rien du tout à leur vie et qu'ils continueraient d'aller travailler. 30% avouaient qu'ils travailleraient moins, mais qu'ils feraient aussi d'autres choix. 10% pensaient être assez comiques et répondaient qu'ils allaient d'abord faire une bonne grasse matinée et puis on verra.
Par contre, 80% répondaient qu'ils étaient persuadés, mais alors vraiment persuadés, que tous les autres allaient devenir des véritables profiteurs, sauf eux-mêmes, et que plus personne ne travaillerait encore, sauf eux-mêmes. Alors maintenant, imaginons-nous la Révolution française. Parce que dans mon cheminement, j'ai aussi été voir un peu l'histoire du revenu de base. Vous imaginez une tribune, je suis un peu basse peut-être, mais enfin ça va quand même. Je vais jouer Thomas Paine. « Sans revenu, point de citoyen !» s'exclamait Thomas Paine en 1792 du haut de la tribune de l'Assemblée nationale. La Révolution française venait d'éclater, mais Thomas Paine, lui, prévenait ses camarades révolutionnaires. La démocratie ne peut réellement fonctionner que si les citoyens qui la composent sont économiquement libres et disponibles pour la faire vivre. Ça, c'est Kroll. Avec un chômage qui atteint mois après mois de nouveaux records en Europe, la précarité qui augmente et à mesure que les gains de productivité minent toujours plus les rêves de retour au plein emploi et que le malaise vis-à-vis de notre modèle social devient de plus en plus insupportable, le revenu de base serait certainement l'une des rares mesures permettant de sortir par le haut de cette crise, me disait mon ami Stanislas Jourdan, journaliste indépendant, mais aussi président du réseau français pour le revenu de base. L'idée du revenu de base n'a pas arrêté de faire son chemin depuis. Partout en Europe, des militants pour le revenu de base se lèvent, se réunissent, s'organisent. Je ne suis donc qu'un tout petit maillon dans cette chaîne grandissante. Vous expliquer ce que c'est le revenu de base, je ne sais pas si c'est encore nécessaire. Je veux bien encore une fois répéter brièvement la définition de BIEN, de Basic Income Earth Network. Donc, un revenu de base est un revenu versé par une communauté politique, donc on aura besoin des politiques, à tous ses membres sur une base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie. Individuelle, donc même vous, madame, qui travaillez à mi-temps, vous avez droit au revenu de base. Je ne sais pas, quelqu'un d'autre a une idée pour dire, voilà, moi aussi j'ai droit à un revenu de base, pourtant j'ai gagné au loto ou pourtant je loue 5 maisons, je ne sais pas. Tout le monde individuellement a donc droit au revenu de base. Sans contrôle de ressources, c'est ce que je viens de dire. Donc, on peut avoir fait un héritage, on peut gagner au loto, on peut louer des maisons, avoir un travail. Tout le monde y a droit. Et sans contrepartie. Et là, je trouve que c'est très important. J'ai suivi, il n'y a pas longtemps, un documentaire concernant le problème dans les maisons de repos. Il manque beaucoup de personnel aides-soignants dans les maisons de repos. Il y avait un directeur de maison de repos qui disait « Vous savez, je connais beaucoup de bénévoles qui aimeraient bien venir aider, accompagner les vieilles personnes, donner à manger, lire un livre, faire quelque chose dans la maison de repos. Les seules personnes, souvent, qui ont le temps de le faire sont, hélas, souvent les gens qui sont au chômage. Alors, ils ne viennent pas, parce que s'ils viennent, ils risquent de perdre leur chômage. Donc, le chômage, en fait, c'est stigmatisant, tandis que le revenu de base, non. On ne doit pas prouver ce qu'on fait, on ne doit rien dire, on le reçoit. Voilà. Comme vous, je suis donc une simple citoyenne. Mon cheminement vers le revenu de base, Véronique, n'est ni académique, ni économique, ni politique. Je dirais que c'est un cheminement de cœur et de logique. De cœur, parce que je pense à l'avenir de mes petits-enfants et de tous les enfants, les générations à venir.
de logique, parce que je pense et je suis persuadée que pour sortir des impasses dans lesquelles les crises successives nous ont poussés, il faut maintenant, aujourd'hui, changer d'orientation. Et voici quand même un tout petit peu mon histoire tout à fait personnelle. Elle se résume, je pense qu'il y a des personnes qui vont très facilement comprendre. Elle se résume aujourd'hui tout simplement ainsi. J'ai été en fait trop longtemps mère au foyer. Et je n'ai donc pas assez payé des cotisations sociales qui me donnent droit à une retraite digne. Je dépends de Philippe, qui du fait est donc mon revenu de base, et je dirais même inconditionnel, car depuis 36 ans cette année, nous nous partageons le meilleur et le pire. Je n'ai donc pas assez travaillé pour faire tourner la machine de la croissance économique. Et je n'ai pas assez contribué pour avoir droit à un revenu digne pour mes vieux jours. Autrement dit, je ne compte pas dans la société parce que je ne produisais pas assez de valeur marchande. Quand j'ai reçu la lettre des services de pension, je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. Madame, nous avons l'honneur, etc., etc., veuillez vérifier et ainsi de suite, pour m'annoncer que le montant de la retraite que j'allais toucher à l'âge de la retraite était de 19 € par mois. Nous aussi, on a ri, Philippe et moi. Nous vivons bien de sa retraite, il ne nous manque rien. En quelque sorte, et comme je disais déjà, il est mon revenu de base. Son revenu m'a donc permis de faire des choix libres, aussi bien pour notre vie privée que pour ma vie professionnelle. Notre maison est à nous, nos filles ont fait des études supérieures et universitaires, leurs maris ont un emploi et il ne manque absolument rien à nos petits-enfants. Et je vais quand même ajouter une petite touche optimiste, ne pas compter pour la société a aussi ses bons côtés. Par exemple, je ne suis jamais appelée au dépouillement des votes lors des élections. Et ça m'arrange très bien. Passer un après-midi ou toute une journée dans les bureaux de dépouillement, merci, je préfère aller me promener et de cueillir des champignons. Voilà. Je n'ai donc pas assez produit de valeur marchande. Et personne qui me demande si je n'ai pas produit d'autres valeurs, comme éduquer mes enfants, comme entretenir ma maison, cultiver mon potager, faire parfois du bénévolat, être créatif culinairement pour que mes enfants et mon mari puissent manger équilibré, aider ma vieille voisine, faire les courses avec un vieux monsieur. Et ça continue, les traductions pour Jean-Paul. Tout ce travail informel, je le fais avec plaisir, pour aider mes enfants, pour voir grandir mes petits-enfants d'une façon épanouie et équilibrée, pour aider mon prochain. Car les couples aujourd'hui sont condamnés à travailler à temps plein, à deux, pour arriver à des fins de mois raisonnables, pour pouvoir louer ou s'acheter un logement, pour bien pouvoir éduquer leurs enfants. Combien de femmes, combien d'hommes n'aimeraient pas pouvoir faire comme moi, des choix équilibrés pour leurs enfants, pour leur vie personnelle, pour leur démarche sur le marché du travail. Mais ils n'ont pas les mêmes chances que moi. Des hommes et des femmes qui sont obligés de continuer dans un système de dodo, boulot, toujours plus longtemps, croissance économique oblige. Entre-temps, l'Europe utilise un baromètre pour mesurer la pauvreté. Quelle honte! La précarité est grandissante, aussi chez les gens qui ont encore un emploi. Les chiffres de chômage font peur. Les jeunes sont de plus en plus touchés, aussi bien ceux qui ont fait de l'université ou qui ont suivi des formations spécialisées. Et c'est comme ça que mon cheminement vers le revenu de base a commencé, en me posant des questions, faisant faire des réflexions aussi, et d'année en année, de découverte en découverte, de rencontre en rencontre, j'ai découvert, moi, le bon sens du revenu de base. Et puis j'ai rencontré Klaus Sambre.
ensemble avec Alex, c'est ça, qui a lancé, donc, Klaus Samber d'abord, c'est un ingénieur à la retraite, un Autrichien, qui a lancé l'initiative citoyenne européenne pour le revenu de base inconditionnel. Je ne sais pas si je dois expliquer quand même un peu brièvement pour certaines personnes l'initiative citoyenne européenne. En fait, c'est une possibilité qui permet à 1 million de citoyens de l'Union européenne de participer directement à l'élaboration des politiques européennes en invitant la Commission européenne à présenter une proposition législative. L'initiative citoyenne offre donc une possibilité, bien que très limitée, de la participation directe des citoyens dans le but d'influencer un tout petit peu la politique de l'Union européenne. Et elle offre aussi la possibilité de stimuler la Commission européenne de faire face à la question mentionnée dans l'initiative. Notre question, notre initiative était donc pour le revenu de base inconditionnel. Nous avons travaillé beaucoup, nous avons consulté tout le monde. En fait, nous étions 14 pays à participer à cette initiative, nous le sommes toujours. Et le premier rejet, parce que notre initiative a été rejetée, c'était donc très difficile à digérer. La Commission prétextait que les textes juridiques auxquels se réfère le texte de notre ICE, qu'on avait soumis donc, ne permettaient pas de justifier de sa compétence à adopter un acte de droit. Mais l'ICE n'est pas fini. Nous continuons. Maintenant, il y a une réunion à Firenze dans le cadre du prochain forum social. Et donc là, Klaus Samber et quelques autres personnes qui représentent le ICE seront là et discuteront donc des prochaines démarches que nous allons prendre. C'est-à-dire voir un peu si on peut adapter le texte, le bétonner, je le dirais, juridiquement, donc peut-être aussi parler avec des personnes, des juristes spécialisés dans le domaine du droit européen. Et puis on verra ce que l'Europe, si l'Europe cette fois-ci va accepter, nous l'espérons. Mais je soutiens, je suis la représentante pour la Belgique et je soutiens jusqu'au bout cette initiative. Mais je me pose aussi une question. Est-ce que nous sommes prêts? Personnellement, je ne pense pas. Et ça n'a rien à voir avec le document que nous allons présenter à l'Europe. Non, ça a à voir avec est-ce qu'on est prêt sur le terrain. Parce qu'en fait, prenons que l'initiative est acceptée, que l'Europe dit « OK, vous pouvez commencer à récolter 1 million de signatures. » Pour la Belgique, ça sera 16 500 signatures. Il faut atteindre tout ce public. Mais en général, moi je constate tous les jours que les gens ne savent toujours pas ce que c'est le revenu de base. Donc il y a encore un grand travail de terrain à faire. Et c'est pour ça que je te remercie encore une fois que ce soir, je peux parler tout simplement du revenu de base, du cheminement, comment y réfléchir, comment y arriver. Donc moi je pense qu'il faut donc introduire cette initiative, mais en même temps continuer ce travail sur le terrain. Et j'espère que vous, ce soir, même si vous parlez seulement à 1 ou 2 personnes, ça continue, ça continue, ça continue. Parce que c'est très, très important. Et puis, si vous voulez suivre, si vous voulez avoir un suivi de cette initiative, vous pouvez vous rendre sur notre site, sur le site du réseau belge. Et là, nous vous dirons, voilà, aujourd'hui, on peut commencer à récolter les signatures, parce que là aussi, il faut faire attention. On n'accepte pas, la Commission n'accepte pas les multiples petites pétitions qui sont déjà partout en route. Non, la Commission veut
je vais quand même l'appeler pétition, mais ça doit être légal, reconnu par l'Europe. Donc, eux, ils appellent ça la récolte de signatures. Ça doit passer vers un site que eux, ils vont nous offrir, nous ouvrir aussi. Et donc, tout doit se passer par là. C'est très, très important. Donc, le jour venu, je ferai appel à vous, à toi, par exemple, Véronique. Et alors, toi, à ton tour, tu peux diffuser le message. Et comme ça, on peut essayer de trouver toutes ces signatures de soutien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je sais que tout le monde se pose aussi probablement des questions concernant le financement. Il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs idées. Et là, je laisse la porte ouverte parce que personnellement, je suis persuadée que toutes ces idées qui sont déjà en train de jaillir partout, toutes ces idées ont du très bon, mais in fine, si la Commission accepte qu'on va instaurer un revenu de base inconditionnel pour l'Europe, c'est de toute façon l'Europe qui va dire de telle façon, comment, etc. Donc c'est important de travailler sur des idées, comme ça si jamais ils nous demandent d'apporter des idées, on est prêt, mais sinon je pense qu'il faut laisser la porte ouverte à toutes les possibilités qui existent. Et je vous remercie. Voilà.